Amis de la Résistance française et de la Riksdag républicaine, bonjour. Le terme de partageux, il faut l'avouer, est parfaitement désuet. Il fleure bon son 19e siècle. Et pourtant, il n'y en a pas de plus parlant, de plus démonstratif, pour désigner le tropisme égalitaire des Français qui nous conduit à la ruine. Et c'est d'ailleurs cette mentalité partageuse qui explique le concours Lépine de la fiscalité auquel les députés se sont livrés ces temps-ci pour le budget 2026, en imaginant une quantité d'impôts supplémentaires qui faisait passer le taux des prélèvements obligatoires par rapport au produit intérieur brut, au PIB, de 45 à 46%. Je me réfère aux statistiques de l'Office européen Eurostat. Vous vous rendez compte, 46% ou 45%, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Il faut l'avouer. Dès lors que l'État prend la moitié du revenu national, c'est qu'on est, il faut appeler les choses par leur nom, dans un pays socialiste. Et d'ailleurs, ce chiffre sous-estime la réalité, parce que les dépenses publiques dépassent largement ces prélèvements obligatoires, et elles sont financées en grande partie par l'emprunt, qui est l'impôt de demain. Alors heureusement, il faut dire un grand ouf de soulagement provisoire peut-être, les députés ne se sont pas mis d'accord et ils n'ont pas pu voter, ils n'ont pas trouvé les compromis pour adopter ce mauvais budget. Alors, il faut bien comprendre que les cotisations sociales elles-mêmes sont au fond des impôts. Donc quand on parle de prélèvements obligatoires, on distingue artificiellement les impôts proprement dits, versés à l'État, des cotisations sociales qui sont versées à des caisses de retraite ou à des caisses d'assurance maladie. Il s'agit dans tous les cas d'une imposition de ce qui est imposé par l'État. Donc j'ai tendance à prendre le terme d'impôt au sens le plus large possible, comme synonyme de prélèvement obligatoire. L'idée simpliste qu'il faudrait prendre de l'argent, dépouiller ou déposséder les riches pour engraisser les pauvres est absurde. Car la vraie question en économie, ce n'est pas la distribution des richesses, c'est la création des richesses, la production, autrement dit. Et trop d'impôts dégradent, découragent l'activité économique, que ce soit le travail ou l'épargne. François Mitterrand, président de la République, avait eu un moment de lucidité, il avait dit « trop d'impôts tue l'impôt ». C'est très juste. Et cela nous ramène à ce qu'on appelle la fameuse courbe de Laffer. Alors, l'anecdote nous assure que Arthur Laffer, économiste américain, a dessiné la courbe de Laffer au restaurant à déjeuner sur la nappe. On espère que la nappe était en papier. La courbe de Laffer, c'est dans un plan en coordonnées cartésiennes, le rapport, la relation entre les recettes fiscales et le taux moyen de l'impôt. Taux moyen pour faire simple. Donc on met en abscisse le taux de l'impôt et en ordonnée le produit de l'impôt. Alors il va de soi que si le taux de l'impôt est égal à 0, la recette est nulle. Si le taux de l'impôt est égal à 100%, la recette aussi est nulle, puisque personne ne va s'amuser à travailler ou à épargner si on lui prend tout. Si vous me cherchez noise, vous me direz « Ah oui, mais les moines sont capables de le faire gratuitement ». Vous reconnaîtrez que c'est une exception quelque peu négligeable sur le plan statistique. Donc trop d'impôts tue l'impôt, et il faut sortir de cette aberration qu'on appelle l'excès fiscal qui ruine le pays. D'où vient d'ailleurs cette mentalité partageuse ? Eh bien, figurez-vous, chers amis, qu'elle vient du fond des âges. Nos ancêtres qui vivaient au Paléolithique, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait ni agriculture ni élevage, ne se nourrissaient que des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Les hommes chassaient ensemble, les femmes cueillaient ensemble, et le produit était réparti
Ensuite, dans la collectivité, petite collectivité de quelques dizaines de personnes, où il n'y avait ni droit de propriété, ni marché. Et on donnait à chacun selon ses besoins, dans la mesure évidemment de la production qu'on avait pu avoir par la chasse et par la cueillette. Vous voyez que l'expression « à chacun selon ses besoins » des marxistes est une expression atavique qui vient du Paléolithique. Mais souvenez-vous que le genre Homo, l'homme, a vécu pendant 2 millions d'années de chasse et de cueillette au Paléolithique. Et que l'agriculture et l'élevage, le néolithique, n'existent que depuis 10 000 ans environ. Ce qui veut dire que nous avons, nous les hommes, inscrit au fond de notre cerveau, dans nos gènes, cette mentalité du partage du gâteau. Alors, comment peut-on s'en départir ? La civilisation a été justement un effort pour sortir de cet atavisme et pour développer l'économie, ce qui n'a pu se faire notamment que par la création du droit de propriété. Le partage du gâteau, certes, est une mentalité ancienne, mais il repose aussi puissamment sur un des 7 péchés capitaux que l'on connaît, qui est l'envie. C'est l'envie que les pauvres ont pour les riches. L'envie et le ressentiment. Et ces mauvais penchants, l'envie et le ressentiment, sont les moteurs de la lutte des classes. Alors la lutte des classes, elle existe. C'est malheureusement inévitable dans une société complexe. Elle existe, mais il faut simplement, quand on est nationaliste, quand on aime son pays, s'efforcer de la dépasser par le sentiment de l'unité nationale, et à condition, évidemment, de mener une politique qui soit juste et productive, et qui soit compris comme telle, ce qui suppose un gros effort de pédagogie. Mais il faut reconnaître d'ailleurs que la lutte des classes ne repose pas simplement sur l'envie et le ressentiment. Elle repose aussi sur un sentiment d'appartenance, qui est plus positif, en un sens. Bien que ce sentiment d'appartenance soit une forme de division de la communauté nationale. Ce sentiment d'appartenance fait que les pauvres envient les riches, mais malheureusement, il se trouve que probablement les bourgeois les plus fortunés, les plus à l'aise, ou même la classe moyenne, ont plus de mépris pour les classes populaires que d'envie à l'égard de ceux qui sont encore plus riches qu'eux. Alors, voilà les vraies raisons de cette propension à la redistribution, au partage du gâteau. Alors, tous les pays sont dans le même cas, hein, sauf que la France est, hélas, à la pointe de l'égalitarisme. Et cela, sans doute, à cause de la Révolution française, et donc depuis plus de 2 siècles. Presque 2 siècles et demi maintenant. Liberté, égalité, fraternité. Devise de la France. La France est le seul pays au monde qui a l'égalité dans sa devise nationale. Et cette notion est exploitée par la gauche qui est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. La vérité, c'est qu'à l'origine, l'égalité, c'est simplement l'égalité fiscale et l'abolition des privilèges de la noblesse, qui ne payaient pas d'impôts ou qui ne payaient pas les mêmes que le tiers-État. Et donc, une inégalité fiscale qui n'avait pas bonne presse. Mais la gauche a exploité donc la notion d'égalité pour l'identifier à l'égalité des conditions, ce qui est une imposture. Alors, je crois franchement qu'il faut préciser la devise française. Non pas l'abandonner, mais la préciser. Dire que l'égalité, c'est une égalité civique, une égalité entre les citoyens, pas entre les citoyens et les étrangers. L'égalité civique, ça veut dire égalité en droit, et pas en conditions. Ensuite, puisque c'est liberté, égalité, fraternité, il est bon de préciser que c'est la liberté individuelle et pas une je ne sais quelle liberté collective, et préciser aussi la fraternité.
puisque ce qui nous fait légèrement sortir du sujet, il faut quand même rappeler que le Conseil constitutionnel a pris une décision honteuse en prétendant que le principe de fraternité qui était dans la devise nationale s'appliquait aux étrangers, et plus précisément aux immigrés illégaux qui envahissent la France. Et il l'a fait pour disculper et pour exonérer de sa faute un petit salopard, un traître à la patrie qui avait aidé les prétendus migrants à franchir illégalement la frontière française. Donc je propose aux Français en général, à vous en particulier, chers amis de la résistance française et de la révolution républicaine, qui est l'aile marchante de notre peuple, je vous propose comme devise liberté individuelle, égalité civique, fraternité nationale. Voilà ce qui permettrait de préciser les choses et d'éviter des abus juridiques et des abus idéologiques. Alors, à ce stade, il faut souligner que le marxisme en particulier, ou le socialisme en général, s'est efforcé de rationaliser la mentalité partageuse. Et à ce titre, évidemment, au premier chef, vient l'idéologie de Karl Marx et la valeur travail. Alors la valeur travail, c'est l'idée que la valeur d'une marchandise est proportionnelle à la quantité de travail qui a servi à la fabriquer et qui serait incorporée en elle. Marx a repris cette idée à un autre juif, David Ricardo, mais ni l'un ni l'autre n'avait le moindre argument sérieux. David Ricardo considérait qu'il y avait un rapport fixe entre le capital et le travail, ce qui est absurde. Et quant à Karl Marx, je dois dire que c'est inénarrable. Il atteint le sommet du sophisme dans Le Capital. Il explique que les marchandises qui sont diverses et qui s'échangent sur le marché sont tellement diverses qu'il faut chercher ce qu'elles ont en commun. Et d'après lui, la seule chose qu'elles ont en commun, ça n'est pas, comme il aurait dû dire, d'être utile aux consommateurs, c'est qu'elles incorporent du travail humain. Par conséquent, dit-il, c'est le travail qui est la mesure de la valeur. Comme si l'ouvrier, par son travail, émettait un fluide magique qui s'incorporait dans le produit qu'il fabrique. Tout cela est complètement ridicule. Alors, outre que il n'y a aucun argument sérieux en faveur de la théorie de Ricardo et de Marx de la valeur travail, outre que cette théorie fait abstraction du coût du capital qui s'ajoute au coût du travail, et fait abstraction aussi de l'hétérogénéité du travail, car le travail d'un ingénieur, ce n'est pas la même chose que le travail d'un ouvrier, et c'est le marché qui donne la valeur, le marché du travail, qui donne la valeur du salaire à l'un et à l'autre. On sait depuis les années 1870 on est arrivé à une théorie valable, scientifique, avec Jevons, Menger, Walras. La valeur des marchandises est déterminée par leur utilité marginale pour l'acheteur, pour le consommateur, grâce à la loi de l'offre et de la demande. Et le prix des facteurs de production, c'est-à-dire l'intérêt pour le capital, le salaire pour le travailleur, est déterminé par leur productivité marginale. Donc on est très loin des raisonnements de Karl Marx. Alors, il faut bien savoir que l'égalité n'est pas la justice. Mais comment déterminer cette justice ? Rappelons quand même que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dit dans son article 2, je crois, que la propriété est un droit sacré et imprescriptible de l'homme. Et dans son article 17, que la propriété est un droit inviolable et sacré. Par conséquent, et il faut rappeler que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est citée en préambule de notre Constitution, est considérée comme partie intégrante de celle-ci, et que par conséquent, si on respectait vraiment le texte de la Constitution, il faudrait considérer que la redistribution est anticonstitutionnelle. Parce qu'il est normal que, par l'impôt, on paye les dépenses publiques si celles-ci sont légitimes. Mais la redistribution qui vise à réduire les inégalités est une atteinte au droit de propriété, donc elle est illégitime.
Alors comment, dans ces conditions, définir la justice? Je ne vois pas d'autre définition de la justice que celle que donne Hayek, notamment dans son gros ouvrage, en plusieurs tomes, Droit, législation et liberté, à savoir que la justice dans la société, je préfère cette expression, la justice sociale, parce que la justice sociale paraît se référer à la redistribution, la justice dans la société, donc, résulte du respect intransigeant des règles de juste conduite héritées de la tradition, et notamment du droit de propriété. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas dans la justice de rapport strict avec l'égalité ou l'inégalité. Il n'y a pas de rapport d'inégalité qui soit établi d'avance. On ne peut pas savoir à l'avance, si on respecte les règles de juste conduite et le droit de propriété, quel sera le rapport d'inégalité dans le pays. Il faut bien comprendre, amis de la résistance française et de la réaction républicaine, que cette définition de la justice repose sur un jugement de valeur. Et le principe de la science, c'est la distinction radicale entre jugement de valeur et jugement de connaissance. Pour bien expliquer cela, je vous propose un cas d'école. Un cas d'école que j'avais soumis d'ailleurs à un de mes camarades de l'X, qui avait répondu objectivement et qui n'avait pas essayé de bifurquer en disant que ça était un cas d'école irréaliste. Imaginez que vous soyez un despote éclairé et vous avez le choix entre deux systèmes sociaux. Deux systèmes sociaux. Dans le premier, les pauvres, qui sont la moitié de la population, gagnent 2 000 euros par mois. Les riches, qui sont l'autre moitié, gagnent tous, uniformément, également, mais 4 000 euros par mois, le double. Deuxième hypothèse, les pauvres, qui sont censés être les mêmes, gagnent non plus 2 000, mais 3 000 euros par mois, la moitié plus. Et les riches gagnent 9 000 euros par mois. C'est-à-dire que tout le monde y a gagné, mais l'inégalité est passée du rapport de 1 à 2 à 1 à 3. Alors quelle est la situation sociale que vous préférez? Il y a mon camarade de liste qui était vraiment à gauche, lui il préférait, je ne dirai pas son nom, je ne le dénoncerai pas, il préférait la première hypothèse, que les pauvres soient plus pauvres, mais que l'inégalité soit moins grande. Alors si vous n'êtes pas un fanatique gauchiste comme lui, si vous ne confondez pas l'égalité et la justice, vous préférez forcément la deuxième situation. Parce que dans cette deuxième situation par rapport à la première, tout le monde y gagne. C'est ce qu'on peut appeler un optimum de Pareto. Tout le monde y gagne et personne n'y perd. Alors au passage, c'est plus qu'une information anecdotique. Il faut savoir que depuis un siècle, disons entre 1910 et 2010, en un siècle, en France, les inégalités se sont considérablement réduites. Considérablement. Dans le rapport de 1 à 4. C'est tout à fait considérable. Si on prend le centile ou le décile supérieur par rapport au centile et le décile inférieur, la réduction a été considérable. Et il y a d'ailleurs de cela un signe très simple, c'est la disparition des domestiques. À la belle époque, en 1910, un bourgeois cossu pouvait avoir 2, 3, 10 domestiques. Parce qu'à l'époque, il gagnait 50 à 60 fois plus que le domestique. Aujourd'hui, c'est 10 à 15 fois plus, c'est complètement différent. C'est pour ça que les femmes de ménage les domestiques ont quasiment disparu, remplacés pour les bourgeois en question, ou ceux qui les représentent, ils sont même à la même échelle des revenus, par des femmes de ménage souvent immigrées à temps partiel. Pour autant, peut-être que les choses vont changer dans l'avenir, je ne ferai aucune prévision. Comme nous sommes passés de l'ère de l'énergie à l'ère de l'information, il est très possible que les choses changent. Dans l'ère de l'énergie, la productivité marginale de l'ouvrier, qui déterminait son salaire, augmentait beaucoup plus vite, grâce au progrès des machines, que le salaire de l'ingénieur. Aujourd'hui, il peut en aller différemment. Et il n'est pas injuste, quoi qu'il en soit, que certains aient des revenus apparemment exorbitants. Pensez aux revenus des vedettes, des
des chanteurs à succès, etc. Pensez qu'un crétin qui donne des coups de pied dans un ballon qui ne lui a rien fait peut gagner 100 millions en une seule année. Mais ce n'est pas injuste. Il n'a pas violé la moindre règle de juste conduite. Pensez d'ailleurs que quelqu'un qui a la bonne fortune de gagner à l'euro-million peut recevoir un pactole pour le simple prix de son billet, du billet qu'il a acheté. Mais tout cela est parfaitement juste. Ça peut paraître injuste, mais ça ne l'est pas. Il faut accepter que le hasard détermine des inégalités de revenus ou de fortune, et pas seulement le talent. Quand on joue à un jeu de hasard, il peut se faire qu'on gagne, et la vie est en grande partie un jeu de hasard. Alors, cela dit, maintenant, il est temps de penser à une réforme fiscale qui soit à la fois juste et efficace. Juste parce qu'elle respecterait la justice au sens où nous l'avons définie, au sens où tout le monde devrait la définir, le respect des règles de juste conduite, y compris le droit de propriété, et efficace en ce sens où elle relancerait la croissance économique de la France, pour que la France devienne plus riche. Ce qui d'ailleurs aboutirait logiquement à un accroissement considérable du revenu des moins favorisés. Alors pour cela, je propose, pour commencer, de supprimer un impôt et d'en créer un nouveau. L'impôt qu'il faut supprimer, c'est l'impôt sur les donations ou successions. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt totalement injuste. Il taxe l'altruisme. Et subsidiairement, il est quand même très contestable que un fils qui reçoit de l'argent de son père ou une femme qui reçoit de l'argent de son mari soit lourdement taxé par l'État, alors qu'une entité collective comme une fondation, un fonds de dotation, ne paye rien. Donc il faut supprimer les droits de succession et de donation. Deuxièmement, il faut, en revanche, si j'ose dire, créer ou recréer des droits de douane. L'excellent président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, nous a montré l'exemple. On sait depuis longtemps, depuis l'économiste allemand Frédéric List, qui a distingué fort sagement la théorie des valeurs échangeables de la théorie des forces productives, que le libre-échange n'est optimal que si l'on ne tient compte que de la première théorie, pas de la seconde. Donc un certain protectionnisme est juste et nécessaire, si du moins il reste modéré. Pour ce qui est de la France, qui est beaucoup plus petite, malheureusement économiquement, que les États-Unis, eh bien, il faudrait se contenter d'un droit de douane minimum de 5%, qui pourrait aller dans certains cas bien au-delà. Ce qui suppose évidemment de sortir non seulement de l'Union européenne, mais du marché commun qui existait avant l'Union européenne. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le Frexit, par analogie avec le Brexit des Anglais, des Britanniques. Cela n'a rien de choquant. À la vérité, on sait maintenant que dans tous les domaines, l'Union européenne a été négative, et notamment dans le domaine économique. Alors ensuite, il faut accepter le principe de l'impôt sur la fortune, qui n'a rien de choquant en soi. Il est normal que les plus riches, les plus fortunés, contribuent, en fonction de leurs moyens, aux dépenses de l'État si celles-ci sont légitimes. Ce qui est choquant, c'est le taux exorbitant qu'il peut avoir. La Suisse, qui est un pays modèle en matière d'impôts, en général d'ailleurs, un pays modèle en matière de modération et de libéralisme, a un impôt sur la fortune. Mais il ne dépasse pas 0,5%, quel que soit le canton. 5 pour 1000. On est loin de la taxe Zuckman pour les ultra-riches, qui atteindrait 2%. Donc, nous proposons 0,2%, un taux uniforme. Un taux uniforme qui ne serait pas spoliataire et qui ne serait que 10 fois moins élevé que la taxe Zuckman. Et d'ailleurs, il faudrait que cet impôt sur la fortune s'appliquât non seulement aux particuliers, mais aussi
aux fonds de dotation et aux fondations déjà cités, ainsi qu'aux associations. Il n'y a pas de raison, il est choquant, de favoriser les entités collectives par rapport aux personnes physiques. Ensuite, l'impôt sur le revenu, à terme, il devrait disparaître, parce qu'il est intrusif. Il demande à chacun de faire l'étalage de son intimité. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avant longtemps. Ce sera possible plus tard, j'espère, quand on aura importé d'Argentine la tronçonneuse de Milei. Mais pour l'instant et avant longtemps, il faudra garder l'impôt sur le revenu pour payer les dépenses budgétaires. Il faut qu'il soit proportionnel. Non pas que l'impôt progressif soit choquant en lui-même, du moment qu'il n'a pas un taux excessif, mais tout simplement parce que l'impôt proportionnel est celui qui est le mieux à même de relancer l'activité économique. Donc en anglais, on parle de la flat tax, en français de l'impôt proportionnel. Nous proposons 20%, avec disparition de toute la niche fiscale. Reste à parler de deux sujets importants pour cette réforme fiscale. Le premier des deux, c'est la fiscalité locale. Alors nous avons proposé dans un livre du Carrefour de l'Horloge qui s'appelle « La démocratie locale, un pari pour la France », une réforme fiscale fondée sur la localisation de l'impôt. Car il faut que les contribuables locaux s'identifient avec les électeurs. Et deuxième point, la réforme des cotisations sociales. Alors là, nous avons proposé une réforme dans un ouvrage également du Carrefour de l'Horloge, privatiser la sécurité sociale, qui est complété d'ailleurs par ce que j'ai dit dans un récent éditorial de lettres d'information du PNL et dans une vidéo précédente sur les retraites. Donc la solution, c'est, pour la sécurité sociale, de distinguer soigneusement sa fonction d'assurance de sa mission d'assistance et d'autoriser les assurés à sortir du système actuel, qu'on conserverait pour les autres, pour ceux qui ne voudraient pas sortir. Et pour les retraites, l'idéal serait, comme nous l'avons dit, le compte virtuel, qui est une forme de capitalisation à l'intérieur d'un système de répartition. Mais en tout cas, il faut au minimum retarder l'âge de la retraite à 67 ans ou 70 ans, compte tenu du vieillissement de la population, et baisser les pensions. Ce sont des réformes nécessaires, impopulaires, mais indispensables. Alors comment y arriver ? Les conditions politiques sont assez claires. D'abord, il faut des mesures techniques au préalable. La première, bien connue, mais jamais réalisée, c'est le bulletin de paie vérité. C'est-à-dire qu'il faut abandonner la distinction artificielle entre les cotisations patronales et les cotisations salariales ou ouvrières, qui sont en réalité identiques en ce qu'elles constituent des parties du plein salaire. Donc il faut que le salarié reçoive sur sa feuille de paye, ou voit sur sa feuille de paye le montant de son plein salaire, et se rendre compte de ce que l'État lui prend. C'est-à-dire peut-être au moins le 30% ou 40% de son vrai salaire, de son plein salaire. Deuxième mesure, il faut abandonner la réforme récente du prélèvement à la source, qui est une façon perverse de rendre l'impôt indolore, ce qui est antidémocratique. Donc il faut revenir à l'ancien système. Chacun paye l'impôt sur le revenu en fonction de sa déclaration et après que le revenu a été constitué, l'année suivante. Mais ensuite, cela ne suffit pas, et il faut bien reconnaître que la démocratie représentative a des effets pervers, car il incite les démagogues à se faire élire et réélire en faisant des promesses démagogiques aux plus pauvres, en leur disant qu'ils vont leur donner l'argent des riches. Alors paradoxalement, la solution vient sans doute en grande partie de ce qui existe en Suisse, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. En Suisse, on appelle ça la votation. La votation. Et la Suisse a, par exemple, refusé de réduire, ou de plutôt d'augmenter, de réduire la durée du travail, ou d'augmenter
le nombre de semaines de congés, ainsi de suite. Bon. Alors il y a quand même une précision à apporter, c'est que en Suisse, cela se passe moins bien depuis qu'on a autorisé le vote par correspondance. Il faut que le vote, dans tous les scrutins d'ailleurs, mais notamment dans les votations, ne se fasse ni à distance ni à l'avance. Donc pas de vote par correspondance. Il favorise la fraude, mais surtout, le vote à distance ou à l'avance déresponsabilise le votant. Et c'est seulement lorsque il vient sur place, dans le bureau de vote, physiquement, qu'il est suffisamment motivé, suffisamment informé. Et il faut aussi, ajoutons-le, que la campagne de la votation soit longue. 3 mois, c'est un minimum, mais c'est plutôt 6 mois ou 1 an. En Suisse, d'ailleurs, c'est encore plus long. Voilà ce qu'il faut pour arriver à cette réforme fiscale qui sera nécessaire pour remettre la France sur la voie du progrès économique. Mais bien sûr, tout cela ne sera pas suffisant tant que nous n'aurons pas élu un président de la République qui sera à la hauteur des défis qui se posent à la France, qui rejettera la démagogie et qui remettra la France, qui aura le courage, la volonté, l'intelligence et le talent de remettre la France sur la voie du progrès. Je vous remercie.